Il y avait un acteur, il devait être ivre, et un acteur a dit on va boire vraiment de l'alcool, et en fait ils se sont retrouvés vraiment ivres, et en fait sur le tournage ça n'allait pas. C'est vrai? C'est horrible aussi. Comment ça s'est passé? Horrible, parce que c'était un plan séquence de 17 minutes. C'est ça. Très difficile, très difficile. Le 9 première, le 10 première, c'était avant la pause de manger, et on a utilisé la pause pour parler avec lui. Je pense que tu dois... Parce qu'il était trop ivre. Trop ivre pour répéter, pour actuer, pas qu'il était comme ça, mais vraiment, il était si ivre pour ne se souvient pas d'un mouvement, tout ça. Lui, c'est Rodrigo Sorogoyen. Réalisateur espagnol, il est l'auteur de films tels que El Reno ou Asbestas et de séries comme Los Años Nuevos. Cette année, il présente en compétition à Cannes son nouveau film, L'être aimé, avec Javier Bardem et Victoria Luengo. L'occasion pour moi d'en discuter avec lui et de parler de mise en scène. Je voulais commencer par la scène du début du film, qui est une scène de dialogue. Elle est assez longue, je pense qu'elle fait une vingtaine de minutes. 20 minutes. Ce qui est assez rare quand même de commencer un film avec une scène de dialogue de 20 minutes. Vous, c'est quoi les questions que vous vous êtes posées pour la mettre en scène? Beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette scène. Évidemment, c'est une chose rare le faire et c'est pour ça qu'on l'a fait, pas seulement, mais on a dit ça serait génial de commencer comme ça, une scène très longue où il se tient tous les sujets de film, non, et commencer très fort. Non? C'est une scène d'une rencontre, ils se rencontrent après 13 années. Non? Au début, on ne sait rien. On voit un homme, une femme. Au début, vous ne savez rien. Qui discutent. Si. Et après, vous, non, le spectateur, il comprend la relation de tous les deux, les choses qu'il veut faire et les choses qu'il propose. Je veux parler de deux choses, la caméra et les acteurs, évidemment. Pour les acteurs, je ne sais pas si tu sais ça. Tu sais ce que je vais raconter? Non. Ok. Enfin, je crois pas. J'ai travaillé un peu, mais je crois pas. On a tourné cette scène les premiers jours de tournage. Ah, d'accord. Imagine. En général, tu tournes dans l'ordre. Si, j'adore faire ça. Mais imagine une scène si importante pour les deux acteurs, Victoria Luengo avec beaucoup de nervios, et Javier Bardem, la première fois que je travaille avec lui, on fait cette scène. Et pour réussir et arriver à cet état de nerviosisme, je ne sais pas comment dire, nerviosisme. Nervosité. De nervosité. J'ai interdit à les deux acteurs de se voir avant. Donc, on n'a pas répété cette scène. Moi, je répète beaucoup, mais cette scène, je ne voulais pas la répéter. Je voulais la travailler avec Victoria pour un côté et avec Javier pour l'autre. Donc, c'est tout improvisé. On a filmé cette scène pendant 1h20. Ils ont parlé 1h20 et on l'a filmé à un prix seulement, avec 5 caméras, totalement cachées dans les restaurants. Donc, il a rentré, imagine, Javier Bardem, il a rentré au restaurant à 13h. Il est venu, le serveur, il a dit qu'est-ce que tu veux, donc comme la vie réelle. Il a été 5 minutes en train d'attendre à Victoria Luengo. Imagine 5 minutes en train de tourner, lui, comme ça, il vient pas, il commence à s'énerver. Après, elle rentre et il commence à parler de la vie. Donc, j'ai travaillé avec elle et avec lui, c'est pareil, comme je dis, et on a fait deux biographies de tous les deux. Parce qu'elle devait savoir toutes les choses de sa vie, parce que sûrement, son père, Javier, il voulait demander « Ah, ça va le travail ?» Oui, oui, elle pouvait dire « Oui, le travail. » Donc, j'ai travaillé avec elle la biographie, j'ai travaillé avec lui la biographie. On a travaillé la biographie commune de tous les deux avec des souvenirs pas totalement pareils pour tous les deux. Et il y avait seulement 10 pages de scénario écrits, et la scène, il dure 20 minutes, donc... Et je disais, OK, quand vous serez à 40 minutes, 45, 50, vous pouvez commencer à parler de la scène qu'il a écrit, que c'est obligatoire de le dire. Mais toutes les autres choses, il est totalement inventé, improvisé. Donc imagine la nervosité de tous les deux. Et pour Victoria Luengo, la première fois que tu travailles avec Javier Bardem, la première scène de ton film, la première scène de ça, et tu ne peux pas répéter avec ton partenaire. Donc c'était une expérience vraiment très forte. Je savais déjà que je voulais filmer ça de très loin, avec 5 caméras, mais avec les caméras très loin. D'accord. Très loin de tous les deux pour symboliser la distance qu'il y a entre tous les deux. Mais je voulais raconter seulement ça. Je voulais être dans l'écran avec ces visages, tous les deux, ils sont deux visages incroyables, avec voir la subtilité de ces gestes, non? La peur, la nervosité, comme on a dit, la joie quand il rit, bon, toutes les choses, je voulais le raconter. Et j'avais dans l'image, dans la tête, cette image, on l'a fait c'est pour ça qu'on a fait des caméras très, très
énergie, no sé comment se dit en français. Ouais, centré comme ça. Si, très centré, pas ici, sinon ici. Et comme ça, il y avait beaucoup de fois que cette tête, il cache ou il mancha. Ce qu'on appelle l'amorce. L'amorce, effectivement, par exemple, Javier Bardem, vu de dos, souvent, il cache quasiment tout le visage de la personne qui est en face, et on peut le dire, et ils sont père et fille. Exactement, mais pour moi, c'était très important ça, parce que pour moi, symbolise comme lui, il a été très présent, aunque même s'il a été totalement absent. Absent pendant 13 ans, ouais. Mais on ne peut pas l'avoir à elle entière, parce que la présence de lui, la figure, l'image de lui, il l'a. Et pour l'autre côté, pareil. Qu'est-ce qu'il avait écrit dans le scénario? Si, il a écrit un dialogue, en scène normale, mais 10 pages. En fait, on a écrit cette scène, Isabelle et moi. Isabelle Pena, votre co-scénariste. Mais je ne savais pas encore comme que je voulais faire ça que je t'ai raconté. Donc, c'était une scène normale de 10 pages, très bien dialogué, très bien expliqué. Mais quand il s'approchait, le tournage, j'ai eu cette idée, j'ai dit, OK, on doit dire cette 10 pages, comme vous voulez, avec votre parole, mais toutes les autres choses, je veux la vérité, l'improvisation, tout ça. Et est-ce que Javier Bardem savait qu'il allait attendre 5 minutes qu'elle arrive? 5 minutes, non. Un peu, oui, mais 5 minutes, non. Ok. Et je me pose la question, parce que dans la scène, à un moment donné, l'actrice part aux toilettes, revient, et on reste sur Javier Bardem qui attend. Ça, c'était écrit? Si. D'accord. Elle va fumer par les toilettes. C'est ça, pardon. Elle va fumer. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que j'imagine que les acteurs apportent quelque chose à la scène qui n'a pas été préparé. Par exemple, Javier Bardem, qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a amené en plus de ce qui avait été écrit? Par exemple, il y a eu un moment très drôle, deux moments, qu'elle dit « Que guapo, tu es très beau ». Ça n'était pas dans le scénario. Et ça, Victoria est comme ça. Victoria, vraiment, il a pensé que Javier Bardem, parce qu'elle n'a pas vu lui depuis beaucoup de temps. Donc, quand il l'a vu, elle a pensé ça. Donc, elle a dit à Javier Bardem et à son père, « Que guapo ». Et Javier Bardem, oui, elle a un petit peu de honte parce qu'elle, merci, tal. Et après, il est arrivé une autre chose, ça c'est un détail, un exemple, mais après, il est arrivé une autre chose que c'est un souvenir qu'on a travaillé avant dans les préparations, que c'est quand il parle d'un voyage qu'ils ont fait en île Baléares. Et il parle d'un repas qu'ils ont fait. Et il dit, je me souviens de riz qu'on a mangé là-bas, il y a beaucoup de temps. Et il dit, je ne le fais pas bien, non? Et elle commence à rigoler. Et elle rigole vraiment parce que dans les souvenirs d'elle, c'était dans un restaurant qu'il n'a pas fait le riz. Mais dans le souvenir de lui, il a pensé que c'est lui qui a fait le... Ouais. Et ça c'est génial parce que ça parle de film. Il était dans un moment d'alcool, drogue et la mémoire, tout ça, qu'il a pensé, il ne se souvient pas, il dit « Ah si, je ne fais pas de riz, je le fais horrible ». Et elle fait comme ça, elle est un petit peu incommode parce que son père, il ne se souvient pas d'une chose très importante pour elle. Évidemment pas très importante pour lui. Donc 1h20 de tournage, du coup il y a une seule prise. Une seule prise. Vous ne vous couvrez pas. Et à la on a fait, je te raconte, c'est qu'on a fait beaucoup de temps pour commencer parce que c'était un tournage, imagine, très important. On était tous très nerveux parce qu'on voulait faire un prix, donc il doit être tout prêt pour 1h20 il ne doit pas faillir, comment est-ce? Il ne doit pas... Rater. Hein? Il ne devait pas rater les maquillages, il ne devait pas rater les sons, il ne devait pas rater les caméras, évidemment. Donc, on était très nerveux. Donc, on a fait beaucoup de temps. Imagine, la journée, c'était de 8h du matin à 18h, non? Donc, on commence. C'était 1h, c'était 2h, 14h. Et les acteurs en train de, c'est le moment, non, je vais parler avec Javier, non, tranquille. À 16h, on a commencé. Donc, il manquait 2 heures de journée. Donc, on ne pouvait pas faire beaucoup de prix. Ouais. Bon, peut-être 15 heures, peut-être. On a fini, on a fait 1h20. Et Javier Bardem, premier jour de tournage, il a dit, s'il vous plaît, je veux faire une autre. S'il vous plaît, j'ai dit, Javier, je l'ai, vraiment. Mais comme c'était le premier jour et c'était Javier Bardem, on a fait une deuxième, plus court. Mais je n'ai pas pris aucune chose dans le montage final. C'était un prix. Après, c'est intéressant parce que, vous le dites, Javier Bardem, c'est Javier Bardem. C'est pas n'importe qui, c'est une star, Javier Bardem. Est-ce que ça change quelque chose de tourner avec une star?
Vous avez tourné avec des grands acteurs, mais une star telle que Javier Bardem, c'est la première fois. Si, c'est vrai que Javier Bardem, il doit être le star, moins star qu'il doit avoir dans le monde, ça c'est vrai. Mais évidemment, il change. Les premiers jours de tournage, et les premiers jours que je connais lui, il ne se ressemble pas au dernier, qu'on a eu une intimité, une amitié, évidemment, on se connaît, on s'est compris, on a appris à se comprendre. Mais les premiers jours, évidemment, je suis très, très, très nerveuse. Il impone mucho, ¿no? Il a une, comment se dice? Il impose, il a une prestance, du charisme. Mais lui, il est très intelligent et il fait toutes les choses possibles pour réduire ça. Donc il est très sympa tout le temps. Mais c'est vrai que pour moi c'était difficile. Et pour l'actrice, Victoria Luengo, est-ce qu'elle le connaissait, elle avait déjà vu, elle avait déjà croisé Javier Bardem, ou c'était la première fois qu'elle le voyait? Non, ils sont croisés. En fait, si on a tourné en février, j'ai interdit de se voir janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, mais à juillet, par exemple, on a fait une rencontre tous les quatre avec Isabelle Peña, donc, mais ils sont vus, oui, ils sont croisés quelquefois. Quand je vous entends, ça me rappelle ce que vous avez dit plusieurs fois sur les plans séquences. Là, ce n'est pas un plan séquence, mais vous avez fait beaucoup de plans séquences dans vos films précédents et vous dites souvent que ça permet de maintenir l'équipe sous tension et les acteurs sous tension, l'équipe technique et les acteurs. Une autre façon, c'est ça. Et voilà, là c'est encore ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan séquence. C'est clair que je vais faire ça tout le temps. Il se trouve que vous travaillez beaucoup avec les mêmes gens, avec des amis, je pense qu'ils sont habitués. Mais est-ce que cette pression-là, elle est positive? Est-ce que ça peut inhiber les gens? Comment on fait? Non. Si tu le fais tout le temps, peut-être ça fait peur, ça nuit, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Et si tu le fais bien, non. Je pense que normalement, si tu travailles avec, que c'est les choses qu'on essaye, que tu travailles avec des personnes professionnelles qui aiment son travail, c'est des jours géniaux. Tu vois les personnes très contentes de démontrer son valeur. C'est un défi, quoi. Si, non, c'est génial. Je me suis fait la réflexion, alors je vous en fais part en tant que spectateur. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai vu le film donc à Paris, avant Cannes, hein, et quand j'ai vu le film, je ne connaissais rien du film. C'est une projection presse, j'arrive, je ne connais pas l'histoire, je sais qu'il y a Javier Bardem, je sais que c'est vous à la réalisation, mais je ne connais rien. Et t'as aimé le film? J'ai adoré le film. J'ai adoré le film. Je voulais que tu le dises à la caméra. Non, j'ai vraiment adoré le film, et d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle je suis très content qu'on se parle. J'ai adoré le film, et en fait quand je suis tombé sur cette scène, ce qui m'a surpris, c'est justement les très gros plans. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le gros plan, on est dans le très gros plan, avec des très gros plans d'œil, de parties du corps. Ça, c'était quoi l'idée? Et est-ce que c'était prévu tout de suite ou est-ce que ça s'est fait en montage? Non, c'est prévu tout de suite parce qu'on a filmé seulement ça. Évidemment, les plans plus, pas gros, sinon grands, c'était comme ça. Ça, c'est les plus grands qu'il avait. Mais j'ai tombé amoureux de cette taille. Mais ça, c'est les choses que j'avais dans la tête. Commencer ici, parce que ça veut dire, pour moi, c'est plus claustrophobique. Claustrophobique, c'est plus. Ça, je pense qu'il te remet, il te met dans un monde de violence. Si tu fais un plan plus grand, il y a beaucoup plus air, plus espace, donc tu peux respirer. Je pense qu'ici, tu ne peux pas respirer. Tout le temps ici, la tension c'est plus, la violence c'est plus. Donc, je savais que je voulais quelque chose comme ça. Ça m'a rappelé un peu le Social Network de David Fincher. Parce que le film... Un de mes films préférés. David Fincher, quand il commence Social Network, la scène du début, c'est aussi une scène de dialogue. J'adore cette scène. Qu'est-ce que tu en penses de cette scène? De cette scène? Ouais, j'adore. Quand je l'ai vu, c'est vrai que peut-être c'est un référent, peut-être c'est une référence d'Isabelle et moi, et on ne s'en rend pas compte, peut-être. Mais cette scène, pour moi, c'est dingue, c'est incroyable. Quand j'ai vu le film, j'ai dit waouh, je devais arrêter un peu de dire ok, qu'est-ce que j'adore comme il est tourné, j'adore ce qu'il parle, j'adore tout, les dialogues, les rythmes, le casting, l'interprétation. Moi, ça m'a rappelé, j'ai lu l'autobiographie de Frank Capra, vieux réalisateur américain, Frank Capra. Et dans son autobiographie, il dit qu'en fait, il demandait à ses acteurs, donc James Stewart, tout ça, de parler plus vite. Parce qu'il avait remarqué que dans les salles de cinéma, quand la salle était pleine, en fait, l'attention des gens est beaucoup plus vif. Et donc, en fait, pour le rythme, c'est important que ça soit plus vite que la réalité, parce que quand on le voit, finalement, est-ce que ça, c'est quelque chose
dont tu te préoccupes, le rythme, Si. comment les gens vont le percevoir? Sí, sí. Bon, cette chose, je le dis dans El Reino. En El Reino, tous mes acteurs, ils disent, vous devez parler très vite, je voulais ce rythme dans le film, évidemment. Mais ça, c'est une chose qui me préoccupe. Je m'occupe beaucoup de ça. Normalement, premièrement, dans les castings, je veux voir comme un acteur, il est capable de... Non, il est capable aussi... C'est lesquels son énergie, son nature, non? Il y a des acteurs très bons, mais son énergie, peut-être, ils sont très bas, et donc je dis, ne me dis pas beaucoup. Et donc, dans les castings, il commence. Après, dans les répétitions, je vois, non? Et je dis, non, ça doit avoir plus de rythme. C'est une chose qui me coupe, parce que je pense que c'est une chose très, très, très importante. Si tu fais un plan séquence, comme beaucoup de fois je le fais. El Reno, le début, par exemple. Claro, tu es totalement prisonnier de comme il parle. Parce que si tu as découpage, ok, tu peux accélérer les rythmes, mais si tu as un plan séquence, les rythmes des acteurs comme ils parlent, il doit y avoir... il est de deux. C'est la responsabilité du rythme, elle est aux acteurs, quoi. Exactement. Et sur cette scène du début, toujours, hein, c'est quoi les consignes que tu avais données à Javier Bardem et à Victoria Luengo? Qu'est-ce que tu leur as dit pour l'acting? Pour Victoria... Una dureza, elle voulait, le personnage, elle devrait ne donner plus à lui. Elle est énervée, elle a curiosité pour savoir qu'est-ce qu'il veut. S'il veut quelque chose de joli, comme c'est le cas, ne pas se rendir avec lui, donc c'est totalement avec ça. Elle devait souvenir tout le temps ce qu'il a fait. Je m'explique? Ouais, bien sûr. Elle devait garder en fait le passé qu'ils avaient en commun, puisqu'ils se sont pas vus et depuis n'avoir 13 ans. pas beaucoup de confiance à lui. D'accord. Et lui, tout le contraire. Lui, il devrait séduire. Il devrait essayer de réussir dès qu'elle oublie et qu'elle voit un homme totalement nouveau. Dans tes films, il y a souvent des dialogues. C'est-à-dire que souvent, par exemple, on parlait de El Reno, ça parle tout le temps. Il y a beaucoup. Pour toi, c'est quoi la fonction d'un dialogue? Est-ce que c'est de caractériser le personnage? Est-ce que c'est de faire avancer l'intrigue? À quoi ça sert, un dialogue? Deux choses. Oui, évidemment, tu peux savoir un peu, pas tout, mais un peu de comment il est un personnage pour comment il parle et pour les choses qu'il dit. Ça, c'est sûr. Évidemment, quelquefois, ils servent pour avancer la trame. Il y a des fois que la trame avance pour des autres choses, pour des actions et pour des acontecimientos, des événements. Mais le dialogue, il peut servir. Normalement, un film qui avance tout le temps la trame pour le dialogue, c'est pas intéressant. Normalement, parce que j'aime bien dire que dans le cinéma, il n'y a pas de règles. Non? Une des règles, c'est que le dialogue, il ne doit pas être pour avancer la trame. Mais sûr qu'il y a des films géniaux, c'est difficile, mais c'est sûr qu'il y a des films géniaux qui avancent avec le dialogue. Et aussi pour mettre le spectateur dans un état aussi. Ouais. S'il n'y a pas de dialogue, le spectateur est comme ça. S'il y a un dialogue très vite, comme le spectateur, comme la social network, le spectateur commence à être très avec nervosité. Donc, il ne sert pas à beaucoup de choses. Je pensais à cette première scène et je me suis rappelé à d'autres scènes de dialogue que j'avais vues. J'ai pensé à la série Adolescence. Je ne sais pas si tu l'as vue. En fait, c'est en plan séquence. J'ai vu 2 chapitres seulement. D'accord. Moi, j'ai pensé, en fait, je vais être franc, c'est que je ne suis pas convaincu par l'usage du plan séquence sur un dialogue. À un moment donné, il y a l'enfant et la psychologue qui parlent et la caméra, elle bouge autour. Et je ne comprends pas le sens de ce plan séquence qui, pour moi, n'a pas de sens. Je n'aime pas. Ok. C'est clair? Pourquoi? Je n'aime pas. En fait, tu parles de 3 scènes que tout le monde m'a dit qu'elle est meilleure, elle est incroyable. J'ai vu des images et j'ai imaginé, maintenant tu me dis ça, mais parce que les 2 premières, j'ai vu les plans séquences, j'ai vu la caméra, j'ai vu les extras, les figurants en train de... Donc, je n'aime pas. Et c'est vrai que faire un plan séquence, c'est pas seulement le faire. Pour le faire, tu dois... Si tu rates, c'est horrible. C'est horrible. Il faut un sens. Il faut qu'il y ait un sens, il faut que ça veut dire... Et il doit avoir un sens, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais dit dans une masterclass que tu regrettais en fait dans tes films, tes premiers films, certains effets de caméra et qu'aujourd'hui tu les referais peut-être pas. C'est une vraie question ça. Est-ce qu'il faut que la caméra elle existe ou est-ce qu'elle disparaisse? Elle existe un peu dans cette scène puisque c'est tellement découpé qu'on voit que la caméra va chercher des gros plans. Comment tu penses la caméra?
Bon, je le pense beaucoup. J'ai déjà une trajectoire, non? Et j'ai changé quelque chose, pas tout, évidemment. Mais comme je te dis avant, je ne suis pas content avec des règles, avec des sentences. Non, la caméra, il ne peut pas se voir. Non? Oui, il y a des fois que, dans mon histoire comme spectateur, hein, j'ai vu la caméra et j'ai adoré. Et il y a des fois que j'ai vu la caméra et j'ai dit, ça ne rentre. Est-ce que les choses magiques du cinéma, c'est que tu ne peux pas, comment se dit, individualiser un élément, parce que tout, il marche selon la harmonie de tout. C'est plusieurs éléments qui font la somme de Claro, tout. Ouais. parce que tu dis non, la caméra, il peut pas. Non, oui, la caméra avec ça, il marche. Et la caméra sans ça, peut-être il ne marche pas. Et les acteurs igual, et la musique igual, non. Il y a des règles que ça nous aide pour étudier, quand on commence à étudier, et nous aide, mais ce ne sont pas règles, ce sont principes. Moi, je l'appelle des principes, des principes. Donc, normalement, j'aime pas voir la caméra, évidemment. Mais il y a quelques fois, j'ai vu Scorsese faire des choses géniales avec la caméra et j'ai adoré, parce que le film, l'histoire, le film, l'esprit, l'énergie du film, il va avec ça. Il y a une autre scène de dialogue auquel j'ai pensé, moi, c'est la scène de Heat de Michael Mann. Il a Robert De Niro et Al Pacino, deux acteurs qui n'ont plus vu ensemble depuis Le Parrain. Et en fait, la première scène où ils se rencontrent, les deux personnages pour de vrai, ils sont face à face, et ils décident de les filmer en champ contre champ, de ne pas les mettre dans le même écran. Alors que moi, je me dis, si j'ai De Niro et Al Pacino, j'ai envie de les mettre dans une image, quoi. Et lui, il ne le fait pas, la première scène. Si. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Si tu avais eu De Niro et Al Pacino, tu les aurais filmés comment? Ah, je ne sais pas, ça dépend de l'histoire. Alors pour Hit, si tu dois refaire le remake de la scène de dialogue Al Pacino, De Niro... J'adorerais, mais oui, j'ai pensé ça. En fait, il y a une légende. Non, tu connais la légende? Non. Non? Enfin, je sais pas. Ils se sont dit qu'il est filmé comme ça parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ah bon? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'écoutais après à tous les deux dire non, c'est pas vrai parce que mais la légende il dit non, il était énervé donc ils pouvaient pas le faire ensemble donc c'est pour ça que non, mais c'est pour moi Michael Mann il est incroyable évidemment et c'est génial de le faire comme ça. Peut-être c'est une façon de dire qu'ils ne sont pas dans le même monde, qu'ils ne peuvent pas être dans le même monde. Un appartenir à, à un monde et l'autre appartenir à l'autre. C'est un flic et un bandit, donc effectivement. Peut-être c'est ça. Ouais. Je me suis posé la question aussi des corps, les corps des acteurs. Parce qu'on voit beaucoup le corps de Bradley. On voit le corps de Javier Bardem dans le film. Et puis, alors je ne l'ai jamais vu, moi, Javier Bardem. Mais a priori, c'est quelqu'un d'impressionnant. Il en impose. Est-ce que la même scène filmée avec un acteur un peu moins fort, tu l'aurais filmé pareil? Quelle scène? Celle du dialogue, par exemple, mais celle du dialogue, ils sont assis, c'est pas la meilleure scène. Mais en tout cas, ma question, c'est est-ce que tu adaptes la mise en scène par rapport au corps des acteurs? Je veux penser que non, évidemment, mais quand je commence à penser dans la mise en scène, je sais déjà qui est l'acteur, donc peut-être ma tête déjà travaille avec cette information, peut-être, donc je ne peux pas te répondre, mais je veux penser que normalement la mise en scène c'est plus important que l'acteur. Donc. Parce que Denis Ménochet, dans Asbestas, lui aussi, c'est un peu comme Javier Bardem, c'est quelqu'un d'imposant. Si, ça influe, comme ça dit, influe. Ça influence. Ça influence, évidemment, mais il le sait déjà. Donc, et beaucoup de fois, peut-être je suis un peu un expert dans ça, mais beaucoup de fois, tu commences, et je pense que tu dois être malin et intelligent, mais tu commences à voir de l'acteur, si c'est la première fois que tu travailles, quand tu as tourné déjà quelques jours, non? Et quelquefois tu te dis, mais dans la première semaine, la deuxième semaine, je dis, j'adore comme il regarde. Donc, et tu commences à partir de la deuxième semaine, donc ça arrive, non? Mais je veux penser que ma façon de raconter cette histoire, et pourtant la mise en scène, ça il doit être d'une façon. En plus, j'ai vu que pour Asbestas, alors dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'au début c'était Viggo Mortensen, le premier acteur. Viggo, pardon, Vito Corleone, mais non, Viggo Mortensen. Ensuite, ça a été Vincent Cassel, et finalement, c'est Denis Ménochet. Et ce qui est marrant, c'est que Viggo Mortensen ou Vincent Cassel sont assez fins, et Denis Ménochet est assez balèze. C'est mieux Denis Ménochet. Si, mais je raconte tout le temps, le pauvre Denis, que je l'adore, il s'énerve tout le temps, parce qu'il dit, tu ne voulais pas à moi, tu voulais un autre. Je dis, non, mais parce que tu étais très jeune.
le personnage d'Asbestas, il avait 60 années. 60. Denis Ménochet, il avait 45. Donc pour moi, c'était dehors de la liste. Mais un, il ne pouvait pas, l'autre, il voulait au contraire, Donc on devait chercher et on a dit, Denis Ménochet, j'ai adoré de Malditos Bastardos. Incroyable. Et de Custodia Compartida, comme ça s'appelle, Jusqu'à la gare. Jusqu'à la garde. Incroyable. Film incroyable. Et il est venu comme ça, il a dit génial. Maintenant, Asbestas, je ne peux pas imaginer quelqu'un comme ça. Donc ça a été génial avec lui parce que une autre fois, on a tourné chronologiquement, évidemment. Donc, lui, il était le protagoniste de la première semaine. Et Marina Foïs, il était un petit peu dans l'ombre, comme dans le film. Mais je parle de tournage, non? Et quand il est mort, spoiler, il a parti. Donc, il a laissé un espace vide qu'il occupait, que c'était génial pour le tournage parce que tout le monde était Denis, il était là, beaucoup d'espace. Et on a senti vraiment qu'il est mort, qu'il a disparu, comme dans le film, donc c'était génial. J'ai une question très simple. Il y a quelque chose qui est évident, c'est que Javier Bardem est un grand acteur, un très bon acteur. Mais ma question c'est pourquoi ? En quoi c'est un très bon acteur ? Je pense que les bons acteurs, normalement, il faut travailler évidemment, mais les bons acteurs, ils sont bons acteurs, igual qu'un athlète. Un Léo Messi, il est très bon footballiste parce qu'il a travaillé beaucoup, mais pas pour ça seulement, sinon parce qu'il est né avec des choses. Javier Bardem, il est né. Les grands acteurs, il est né. Après, il faut pratiquer, il faut travailler, il faut avoir la chance, mais c'est vrai que combien tu es meilleur acteur, tu n'as pas besoin de la chance parce que les meilleurs rôles, il te donne. Il travaille beaucoup, mais il a une chose que c'est totalement de nacimiento, de naissance, que c'est ce visage, cette intensité, cette corps, cette présence, cette capacité de violence, ça c'est à lui, ça c'est une chose totalement intuitive. Et est-ce qu'à force de faire des films, tu as appris quelque chose dans la direction d'acteurs ? Est-ce qu'on dirige un acteur et comment ? Je ne sais pas comment je dirige. Tout le monde dit que je dirige très bien les acteurs. Évidemment, je pense que mes acteurs, ils sont normalement très très bien. Je suis très content et très fier. Et aussi, mais ça aussi, les mérites, c'est dans les castings aussi. Je pense qu'il y a très peu de mérites de que Javier Bardem il était bien dans les films. Mais chaque fois que je dois répondre à cette question, pour moi, diriger un acteur, c'est l'aider. C'est essayer de savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Ça veut dire être un petit peu un psychologue. J'ai connu des acteurs qui ont besoin de parler beaucoup. Ok, je suis là pour parler. Je connais des acteurs qui ont besoin de refuerzo positivo, qui lui dit que très bien, tu l'as fait très bien. Ok, je dois le faire. Les rassurer, quoi. Les rassurer. Il y a des acteurs qui ne veulent pas parler, qu'il veut qu'il dit tout le temps qu'est-ce qu'il a fait mal. Ok, je le fais. Donc, savoir le voir et après le faire, avoir la générosité et le temps de le faire, pour moi, c'est ça. C'est être un bon directeur d'acteur. Ça s'apprend ? Si, évidemment. Oui. C'est la même chose. Tu dois avoir des choses à toi. Ouais. Évidemment, parce que si tu n'es pas empathique, peut-être c'est plus difficile. Si tu es empathique, c'est plus facile. Mais ça s'apprend et ça se pratique. Est-ce que tu as fait des erreurs dans tes films précédents et que tu as compris et qu'aujourd'hui tu ne refais plus ? Évidemment, oui, claro. Tu as un exemple en tête ou... Error así concreto, error concreto, je vais réfléchir pour te répondre, mais j'ai beaucoup de choses que je vois dans mes films précédents que je n'aime pas. Beaucoup de choses. C'est pas la même chose que tu m'as demandé. Oui, mais c'est intéressant. Si. Par exemple, La fin de Stockholm, je pense que c'est pas... Ton premier film, ouais. Si. Ça me ressemble à un bon final très efficace. Et je ne suis pas content avec ça. Parce que je pense que c'est pas... Sincère ? Non, pas sincère, sinon... Bon, il ne vient pas de la sincérité. Il vient de savoir que ça marchera. Donc, on a construit le film pour cette finale. Et je pense que le final, tu dois le trouver. Est-ce que tu arrives à t'en rappeler, parce que c'est ton premier film, tu l'as tourné avec 70 000 €, avec du crowdfunding, en 2012, je crois. Tu arrives à te remettre dans cette période et qu'est-ce que tu penses avoir le plus, sur quoi tu penses avoir le plus progressé entre ce premier film, Stockholm, et L'être aimé, qui sort là en 2026 C'est lesquelles les choses que j'ai plus progressé? Ouais.
Sûrement la nervosité. Quand tu commences, tu es plus desconfiado, tu as manque de beaucoup confiance. Ouais. tu as beaucoup de pression. Et ça note. Sûrement, j'étais plus soberbio, sûrement, parce que quand tu es insécure, Ouais. tu essayes, si tu es le réalisateur, tu essayes de t'imposer parce que tu penses que tout le monde pense que tu es pas mérite ça, non? Donc, normalement, tu es plus connard. Ok. Et chaque fois, chaque année que tu es plus sûr de toi-même, tu n'as pas besoin de démontrer rien. Donc, tu es plus sympa, tu es plus relaxé. Et ça, je pense qu'il aide beaucoup à tes collaborateurs, à tout le monde à être mieux. Tu as commencé ta carrière de cinéma à l'ECAN, donc l'école de cinéma espagnole, dans la section scénario. C'est là où tu as rencontré Isabelle Peña, c'est là où tu as rencontré tous tes amis, tu as fait la boîte de prod de Caballos Film, donc tu tournes en ami. Dans quelle mesure, pour toi, ton cinéma, c'est un cinéma de scénariste? Alors, c'est pas que du scénario, mais c'est important, je trouve. Par exemple, c'est les personnages qui comptent, par exemple. Totalement. C'est pour ça que j'ai commencé. Bon, aussi j'ai étudié scénariste parce que c'était plus facile de rentrer si tu étais scénariste que réalisateur, mais je savais déjà que je voulais raconter mes histoires, et pour raconter mes histoires, je devais savoir faire un scénario et être scénariste. Je me définis, je me considère Ouais. à moi-même comme un scénariste, évidemment, qui dirige, pas un réalisateur qui l'écrit. D'accord. Effectivement. Après, dans cette école, qu'est-ce que tu as appris? C'est-à-dire quoi, apprendre à écrire un scénario? Je ne sais pas, évidemment, quelque chose j'ai appris. Il y a des choses très bonnes dans l'école, des autres non, mais il y a des choses très bonnes que tu dois écrire tous les jours. Donc, pour écrire, tout seulement, tu peux apprendre en train d'écrire. La pratique. Pratiquer, exactement. Donc, ça a été génial. Aussi, j'ai vu beaucoup de cinéma classique que je n'avais pas vu dans l'école, c'était génial. Et aussi, surtout, j'ai rencontré des personnes très importantes dans la vie et que tu apprends d'eux. Tu tournes avec la même équipe. En fait, effectivement, c'est le même chef-op. À la musique, c'est la même personne, Olivier, voilà. Et c'est, tu aimais bien la musique? Je ne me suis pas concentré sur la musique sur ce film-là. Je sais que sur El Reno, c'était évident que la musique... Parce qu'ici, il y a très peu de musique. Je voulais faire des choses différentes et aussi me ressembler le plus possible à la vie. Donc, dans la vie, il n'y a pas de musique. Mais dans les films, il y a quelques musiques tout le temps diégétiques. Ouais, c'est le son direct qui est pris qu'il écoute dans la vanne, il écoute des musiques, dans les casques, dans tout ça. Et la unique... Bon, non, en fait, il y a seulement des musiques diégétiques parce que la musique qu'il a fait Olivier Arson, la musique classique, la bande originale, seulement on l'écoute 2 fois, et c'est parce que lui, Martinez, le personnage, il l'écoute. Ouais. Donc on voulait faire ça parce que bon, c'est ressembler à la vie. Ouais. Ne mettre pas de musique pour aider une scène. Pour être dans le réel. Exactement. Et si on le fait, si on a besoin de... parce qu'on aime bien la musique, dans le fait qu'il fait dans le cinéma, mais on voulait le justifier de manière réelle. Après, est-ce que la meilleure façon de représenter le réel, c'est d'être dans le réel du tournage? Je ne suis pas sûr. Je me rappelle d'une anecdote que tu as dite lors d'une masterclass où sur ta série Antidisturbios, il y avait un acteur, il devait être ivre, et un acteur a dit on va boire vraiment de l'alcool. Et en fait, ils se sont retrouvés vraiment ivres, et en fait, sur le tournage, ça n'allait pas. C'est vrai? C'est horrible aussi. Comment ça s'est passé? Horrible, parce que c'était un plan séquence de 17 minutes. C'est ça. Très difficile, très difficile. Et lui, le pauvre, il l'adore, je ne veux pas dire qui est. Tu l'as dit dans la masterclass, mais je ne le dirai pas. Et c'était son dernier jour. C'est ça. Donc, il avait fait un travail énorme, il travaillait beaucoup, il était très content parce que vraiment, il a fait... Et pour finir, il a dit, on va faire l'expérience réelle, tout ça. Il a dit, tu es sûr? Oui. Bon, je ne sais pas. Et on a commencé, et on a fait 17 ou 19 prix. 19 prises. Le 9 première, le 10 première, c'était avant la pause de manger, et il ne marchait pas. Et on a utilisé la pause pour parler avec lui. Je pense que tu dois... Parce qu'il était trop ivre. Si, trop ivre. Trop ivre pour actuer, pas qu'il était comme ça. Mais vraiment, il était si ivre pour ne se souvient pas d'un mouvement, tout ça. D'accord. Je vais être franc avec toi. En fait, donc moi j'ai vu le film en projection presse à Paris.
Et en fait, j'ai tellement aimé le film, donc là je peux le dire, j'ai tellement aimé le film que je me suis dit, il faut absolument que je te rencontre parce que j'avais envie d'en parler. Très joli. Et c'est sincère. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai vu le film, je ne savais pas si on ferait quelque chose ou pas. Et j'ai tenu à le faire. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la scène du début et aussi, je ne vais pas spoiler le film, mais il y a une scène de banquet où il mange, une scène dans le tournage. En fait, ces deux scènes et d'autres scènes du film, et surtout ces deux scènes, ont vécu avec moi après le film. C'est que les jours d'après, j'y pensais. Je veux bien qu'on parle de cette scène de banquet, sans raconter tout. En fait, on est sur un tournage, le réalisateur Javier Bardem, il y a les acteurs qui sont autour d'une table, ils sont plusieurs. Et ce qui est frappant dans cette scène, il y a plein de choses qui sont super, mais il y en a une qui est dingue, c'est qu'en fait, ils font des blagues, donc ils rigolent. Et en même temps, il y a la présence de Javier Bardem qui est inquiétante. Et toute la scène, on est entre le rire et la frayeur. Ça, c'est très très dur à faire et ça marche très bien. Tu avais une crainte que ça fonctionne, ça? Crainte? Peur. Est-ce que tu avais peur que ça ne marche pas, le rire et la peur? Non, il y a une chose que je pense que c'est très bon pour moi, mais c'est pas comme mais que c'est à moi totalement, que normalement je n'ai pas peur. Je suis très kamikaze, je crois, mais vraiment parce que je ne le pense pas. Hein. Si je le pense, peut-être j'aurais peur, mais je dis non, ça marche, sûr. Je suis sûr que ça marche. C'est vrai que j'ai beaucoup confiance à les acteurs que j'ai beaucoup confiance à mon monteur de découpage, j'ai beaucoup confiance à mon scénariste, donc à mon chef opérateur. Donc, je suis vraiment une personne avec beaucoup de confiance. Donc, ça aide pour faire des risques. C'est la scène plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Cette scène, on l'a tournée dans 5 jours. Jamais j'ai tourné une scène dans 5 jours. C'est 15 minutes, mais parce que je pouvais la tourner d'une autre façon. Mais je voulais la tourner de toutes les façons possibles, avec tous les points de vue. Donc, on a fait tout le temps 4 caméras, normalement 3, mais beaucoup de fois 4, en train de tourner. Je voulais je l'appelais orgia stylistica. Une orgie stylistique. Parce que je voulais les 16 mm, les 8 mm, les 35 mm, les digital, les mini DV, je voulais les noirs et blancs, je voulais tout. Et donc, c'était la folie. Et tourner. Et après, l'intensité de l'histoire et l'intensité des acteurs. Non? Donc, je ne pouvais pas seulement être avec la technique, je devais être avec l'histoire. Donc, c'était 5 jours, lundi, vendredi. Et c'était une chose totalement fatigante, totalement. Et après, imagine, un montage, j'ai une photo. Bon, de tous les dans la paroi de bureau de montage. Ouais. Et tous les plans qu'on a fait, c'était comme 200 y pico planos pour cette scène et c'était très laborieux, très très dur de la finir. C'était quoi les difficultés principales? Au début, c'était raconter visuellement avec cet chaos que je voulais, mais aussi avec cohérence, ça c'est les choses plus difficiles. Pourquoi? Parce que je voulais mettre la caméra dans tous les endroits, mais jamais tu peux le faire dans tous les endroits, donc je devais choisir, non, tu me comprends. Mais après, vraiment la difficulté que j'ai vécue au présent, non, je t'ai raconté la difficulté d'avant, mais la difficulté que j'ai vécue au présent, c'était l'intensité des acteurs de Javier et d'Emilia. Les voyages qu'ils font tous les deux, les 5 jours. Parce que si tu le fais seulement un jour, c'est facile, mais qu'il y ait une cohérence dans les voyages et qu'il y aurait une intensité chaque fois plus, ça c'était le plus difficile. En fait, cette scène, parce que les gens qui vont voir cette vidéo qu'on fait, peut-être n'auront pas encore vu le film. En fait, cette scène, elle raconte le tournage d'un film et on voit un réalisateur, on voit les acteurs, et il y a une sorte de violence. Violence verbale, violence d'attitude. Et je me suis posé la question, c'est quand même un tournage sur un tournage. Est-ce que dans tous les tournages que tu as faits, elle existe, cette violence? Ces rapports de pouvoir? Pas du tout. Non. Je suis une personne très... Bon, tu peux demander. C'est pas joli que je parle de moi-même, mais je déteste ça. Je déteste la violence dans les relations professionnelles. Je ne peux pas croire que quelqu'un il travaille mieux avec ça. Évidemment, la tension surge. Peut-être je m'énervais quelquefois avec mon chef opérateur et comme on est amis, le chef opérateur avec moi, c'est pas grave. Il y a des jours que tu es un petit peu comme ça, chaque fois moins, vraiment. Mais je préfère tout le contraire. Je préfère arriver à un tournage et sourire et faire des blagues. On fait des blagues tout le temps. Normalement,
toujours, il y a évidemment des problèmes. Un jour, il dit non, tu sais qu'ils sont énervés, le maquillage avec ça. Ah, je ne savais pas, ok, mais l'ambiance, non, ça peut être une dispute de deux personnes, c'est une autre chose. Mais l'ambiance, j'ai besoin de que c'est génial et faire des blagues et tout ça. Parce que comme tout le monde, j'ai vu le making-of de Apocalypse Now. Apocalypse Now, on a Coppola, Marlon Brando. Ça, c'est l'enfer pour moi. L'enfer pour eux, mais pour eux aussi, mais ça fait un grand film. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire du cinéma des tournages qui se sont très mal passés, des acteurs qui ne sont pas entendus, et ça fait un grand film. Si. Bon, c'est la chose qu'on a dit. Est-ce que c'est la magie du cinéma? Ça, c'est possible. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu, évidemment, dans le milieu du cinéma. Ils m'ont dit, je viens de tourner, et ça va. Horrible. Je pense qu'il ne marche pas. J'ai dit, bon, peut-être qu'il ne marche pas, et peut-être le découpage, c'est génial. Au contraire, on a fait un film incroyable. Bon, attends, parce que peut-être... Et aussi, tu peux faire un découpage génial, et après, il vient la presse et dit, c'est une merde. Donc, c'est impossible la savoir, et ça c'est une chose géniale. Tu as fait des films, tu as fait des séries, et je t'ai entendu dire que pour toi, film ou série, c'est pareil. Néanmoins, moi pour le spectateur, c'est pas pareil. Parce que moi, quand je regarde une série, justement, je vis avec le personnage. C'est-à-dire que c'est rare que je regarde 12 épisodes à la suite. Donc, mon rapport au personnage change. Est-ce que ça change la façon, toi, de faire une série ou un personnage, le rapport au personnage, quoi? Non, c'est pour ça que je réponds tout le temps que pour moi c'est pareil. Évidemment, pour un spectateur, non. L'expérience de voir un film dans un cinéma 2 heures et l'expérience de voir une série de 12 ou de 24, évidemment, je ne me référais pas à ça, l'expérience de le voir. Mais pour moi, la façon de le faire, la façon que moi je me enfrento, que je oui, tu te restreins pas. Et pour faire une série, c'est la même. D'accord. Et dans l'écriture? La même. Évidemment, si tu as des chapitres, tu sais que 6 chapitres, tu dois avoir 6 climax, ok? Et 6 scènes de début, évidemment, ça oui. Mais les rigueurs, le rythme, le style, la honnêteté, l'honnêteté avec tu dois écrire, c'est la même. Mais les personnages, souvent on dit qu'ils sont plus fouillés dans les séries. Fouillés, ça veut dire plus travaillés, plus complexes, parce qu'il y a plus de temps. Si. Évidemment, tu as le temps de développer plus. Donc, à la fin, sûrement, tu as vécu, le spectateur l'a vécu plus temps avec ce personnage. Mais j'ai vu films avec des personnages plus complexes que des séries. Ouais. Donc, okay. J'ai une dernière question, parce que tu vas au Festival de Cannes. Il se trouve que tu as présidé la semaine de la critique. Je trouve ça intéressant en fait de présider un jury, et on en parle rarement. En fait, les discussions, alors je ne vais pas demander dans le détail ce qui s'est passé dans le jury, mais de quoi on parle en fait? Est-ce qu'il y a des désaccords? Comment ça se passe, un jury de cinéma? Bon, je voulais faire un film d'un jury de cinéma, j'adorerais le faire, il y a une idée pour ça. Mais chaque expérience que j'ai eue de jury, c'était un peu diverse, parce qu'il y a eu des expériences un petit peu incommode, parce que c'est normal, il y a des sensibilités, il y a des différentes personnes qui vont dire que ça c'est meilleur, là, et l'autre c'est pire, et il rentre beaucoup l'ego, l'ego rentre beaucoup. Et par contre, il y a eu des expériences géniales, que tout le monde voulait être bien, que tout le monde voulait arriver à un accord, et aussi que magiquement, on a les mêmes goûts. Donc, ça a arrivé. Il peut arriver tout le contraire. Donc, il peut arriver tout. Les points communs, que je pense que c'est les choses que tu me demandes, c'est que j'ai appris beaucoup tout le temps. Parce que j'ai appris à voir, j'ai vu, j'ai senti, des manières différentes de voir un film. Pas ce que tu penses du film, si c'est bon ou si c'est mal, sinon la manière de regard. Et ça, normalement pour mon éducation, je regarde les films d'une façon et j'ai pensé que ça c'est la façon que tout le monde regarde. Oui, bien sûr, la subjectivité du regard. Après, tu peux penser que c'est mauvais et moi, non. Ok, mais c'est la même manière. Et quand j'étais de jury, j'ai dit non, est-ce qu'il y a il y a infinies manières de... Peut-être je suis très obsédé avec la technique, je suis très obsédé avec avec l'être précis, l'être bon. Et après, il y a une personne qui dit
Ça, c'est pas important pour moi. L'important, c'est l'histoire qu'il raconte. Il dit, bon, et il dit, ah, c'est génial ça. C'est génial voir des autres façons de regarder. Et là, tu te sens comment? Parce que c'est la première fois que tu as un film en compétition. Asbestas, c'était à Cannes première. El Reno avait été refusé. Je crois qu'El Reno avait été envoyé à Cannes et refusé. Tu me demandes ou tu sais? Je sais. Et pourquoi tu sais? Parce que tu l'as dit en masterclass. Et Madre aussi. Ah ouais? Oui. Madre aussi? Oui. Bon, tu dois savoir que tous les films que tu connais, tous, pas moi, de tout le monde, ils sont envoyés à Cannes. Évidemment, c'est Cannes qui l'a refusé. D'accord. Et comment on le vit du coup? Quand le film est refusé, et là en l'occurrence pour ce film-là, de se retrouver en compétition? Quand il est refusé, ça dépend de tes expectatives. C'est un dommage, mais c'est le normal. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas m'énervé. Et dans ce film, on a une joie incroyable. Je suis très très content, je veux célébrer, je suis très nerveuse d'être là. Mais vraiment, je pense que quand je serai là, ça serait incroyable, un des jours plus jolis de ma vie, est plus important. Et c'est comme un rêve pour moi, et aussi c'est un chèque que tu fais, ok, je suis déjà là, avec un film, peut-être c'est le dernier, mais c'est pas grave. Et donc c'est génial. Pratiquement, pour les films, c'est génial. Être là, c'est un club de le meilleur film de l'année. C'est le film de Cannes et de Venise, donc c'est génial. Pour les films, c'est génial. Mais pour moi, c'est une opportunité de célébrer avec mes amis, avec tout le monde qui a fait le film.